Chers amis, j'ai le grand honneur de représenter cet après-midi notre député-maire Christian Estrosi, qui devait venir parce qu'il a une affection toute particulière pour cette manifestation Passion qui a lieu chaque année au CUM, puisque vous le savez, c'est son ami et notre regretté Raoul Mille qui les avait créés. Je dois également excuser l'absence de Gabriel de Breuil, le chancelier de l'Institut de France, membre de l'Académie française et de l'Académie des sciences morales et politiques, qui vient d'avoir un accident, qui s'est fait une fracture de jambe et qui malheureusement a dû annuler sa venue à Nice. Alors, à l'occasion du centenaire de la naissance de Romain Gary, le CUM consacre un colloque complet, annuel, sur ce grand écrivain, niçois de cœur, 2 fois prix Goncourt, compagnon de la Libération. Vous savez que depuis que Raoul Mille a créé ces colloques Passion, nous avons eu successivement Giono, Kessel, Sagan, Pagnol, Saint-Exupéry, Camus, puis nous avons eu les 80 ans du CUM, et cette année, nous avons donc Romain Gary. Alors Romain Gary arrive à Nice en 1928, il a 14 ans. Après plusieurs déménagements, il s'établit avec sa mère à l'hôtel-pension Mermont, 7 boulevard François Grosso. Devant cet immeuble, en bas de cet immeuble, Monsieur le maire a d'ailleurs posé une plaque commémorative en 2013. Il restera toujours attaché à Nice, qui fut pour lui la première image qu'il eut de la France et de la Méditerranée. Il a d'ailleurs été élève au lycée de Nice, le lycée Masséna. Alors ce colloque a été organisé, bien sûr, par notre directrice de programmation, Karine Maré, que je remercie. Et vous l'avez vu dans le programme, elle a réuni aujourd'hui au CUM les grands spécialistes de la vie et de l'œuvre de Romain Gary. Alors tout d'abord, Paul Pavlovitch, qui pendant les années 74-81 a représenté Romain Gary, son parent en tant qu'agent particulier, incarnant alors Émile Ajar, auteur inventé, comme nous le savons tous, par Gary. Sa femme, Annie Barrault, qui a été témoin privilégié de la vie de Romain Gary jusqu'à sa mort. Elle a connu Romain Gary en 1961, l'année de ses 20 ans. Elle a habité quelques années plus tard avec Paul dans un petit appartement au 108 rue du Bac, au-dessus de chez Romain, qui la considéra d'abord comme sa nièce, puis très vite comme une amie et une véritable complice. Didier von Kovlar, qui cumule prix littéraire et succès public, prix Goncourt 1994 pour son roman « Un aller simple ». Il évoque Romain Gary dans Le père adopté, prix Nisbet des Ganges en 2007. Karine Maré, donc, qui est aussi écrivain et qui a écrit un beau livre sur Romain Gary, dont je n'ai pas le nom, je suis désolée. Promenade à Nice, voilà. Jean-Pierre Guénaud, écrivain, historien, qui a dirigé le développement culturel de la Bibliothèque nationale pendant 7 ans, puis les éditions de Radio France pendant 13 ans. Il est directeur de la culture du groupe Aristophile et de ses musées de lettres et manuscrits. Il est auteur d'une 60aine d'ouvrages. Jean-François Angouette, collectionneur, biographe de Romain Gary, co-directeur avec Paul Audy du Cahier de Lerne consacré à Romain Gary, auteur de Romain Gary à la traversée des frontières, en 2007 chez Gallimard. Jérôme Camilly, ex-rédacteur en chef à France 2, auteur de Romain Gary, brève escale en France. Chargé par Jean-Claude Lattès d'interviewer les compagnons de la Libération. Il connut donc Romain Gary à cette occasion. Et il les interrogea, comme disait « Nous sommes 4 ». Il y a Romain, bien sûr, Jean-Claude Lattès, Louis Nucera et moi-même, se souvient Jérôme Camilly. Donc ça sera un témoignage très, très intéressant. Hugues Moret, diplomate, ancien ambassadeur de France à Monaco. Romain Gary le mentionne dans son livre posthume « Vie et mort d'Émile Ajar », pour avoir compris, le premier, que les 2 écrivains n'étaient qu'un. Il avait 16 ans et il était très lié à son fils, Diego Alexandre. Colette Gage,
écrivain, professeur à l'université de Nice, qui parlera en particulier des relations qu'il avait avec sa mère. Vaste sujet. Philippe Colly, réalisateur, qui cultive un champ de prédilection, le portrait. Il a donc réalisé, outre 12 portraits, un portrait de Romain Gary, le roman du double, qui revient sur l'une des plus grandes mystifications de la littérature française, à la lumière de la vie et de la personnalité de Romain Gary. Et enfin, Daniel Mesguich, acteur, metteur en scène, professeur d'art dramatique, ancien directeur du Conservatoire national supérieur d'art dramatique, qui propose ce soir, et vous aurez ce soir, un spectacle, La promesse de l'aube, qui est sous forme de lecture de larges extraits du chef-d'œuvre de Romain Gary. Donc vous le voyez, une palette exceptionnelle, et tout cela va être orchestré par un non moins exceptionnel modérateur, Olivier Biscay, directeur des rédactions de Nice Matin, qui va, je suis sûre, vous mener un train et un intérêt tout au long de ces 2 jours, que je vous souhaite excellent. Bon colloque à vous tous. Merci Agnès Rampal. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue au CUM pour, Agnès Rampal vient de le dire, 2 journées consacrées à Romain Gary. Je voudrais vous signaler avant, évidemment, de discuter de la vie de Romain Gary, quelques éléments d'emploi du temps, d'agenda au cours de cette journée. On aura 3 conférences, l'une sur Romain Gary et Nice et la Méditerranée, Romain Gary et la guerre à 15h30 et à 16h30, l'amour, Romain Gary et les femmes. Alors on fera 50-55 minutes de conférence avec l'ensemble des invités. Vous aurez un battement de 5 à 7 minutes qui vous permettront, je le sais, eh bien, de retrouver le stand de la librairie Masséna, où vous trouverez des livres de Romain Gary, évidemment, de Didier Van Kovlart. J'ai vu qu'il y en avait quelques-uns, notamment le dernier, de Karine Marais, de Paul Pavlovitch. Donc je vous invite à retrouver les propriétaires de la librairie Masséna qui seront là tout au long de ce week-end. Alors, ce week-end sur Romain Gary, je suis certain que dans la salle, il y a des Niçois, des amoureux de Nice, des amoureux de Romain Gary, qui en connaissent un sacré rayon sur sa vie. Alors moi, je vais partir du principe que vous ne connaissez rien de Romain Gary. Je vais partir du principe que vous ne connaissez pas du tout l'œuvre, que vous ne connaissez pas l'homme, que vous ne connaissez pas finalement ses différentes vies, puisqu'il a eu 1000 vies, Romain Gary. Et nous avons la chance d'avoir aujourd'hui des invités qui vont nous raconter l'œuvre, bien sûr, mais ce qu'il y a derrière l'œuvre. Et moi, c'est ce qui va m'intéresser tout au long de ces 2 jours, quand il s'agira de parler de Nice et de la Méditerranée. Ça va vous toucher au cœur, j'en suis certain. Quand il s'agira de parler de la guerre, de son amour pour le général de Gaulle, des compagnons de la Libération. Il y a de très très beaux témoignages qui seront évoqués aujourd'hui. Et puis quand il s'agira de parler de Romain Gary et de ses femmes, de sa mère, l'une d'entre elles, Nina, on en parlera aussi. Je suis certain que quelques-uns d'entre vous dans cette salle l'ont forcément connue. Et puis de toutes ces femmes qui l'ont croisé et qu'il a croisé au cours de sa vie. Alors, pour cette première conférence, je vous demande d'accueillir et d'applaudir nos 3 invités, Karine Marais, Paul Pavlovitch et Didier Van Kovlart. Alors, Agnès Rampal le disait tout à l'heure, Karine Marais, on rappelle que vous êtes directrice de la programmation au CUM. Je voudrais d'ailleurs saluer la présence de Cathy Kosanik, directrice du CUM, qui est dans la salle, et que je salue chaleureusement. Vous êtes l'auteur d'un livre sur Romain Gary, Promenade à Nice, Romain Gary, Promenade à Nice. Donc vous allez forcément nous parler de Romain Gary et de Nice. Paul Pavlovitch, écrivain, parent, ami, confident de Romain Gary, et puis Didier Van Kovlart, qu'on ne présente plus, alors qui est niçois, qui est écrivain, et dont le père, vous nous le direz Didier tout à l'heure, connaissait bien, très bien même, Romain Gary, puisque ils étaient tous les deux élèves au lycée, aujourd'hui Masséna.
Voilà. Alors, on va démarrer cette conférence, Nice et la Méditerranée, par vous, Karine Marais. J'ai beaucoup lu dans ce qu'a écrit Romain Gary. Il disait, finalement, Nice, ma rencontre avec Nice, ce sont les premières images de la France. Lui qui était extrêmement attaché à la France, qui avait porté haut la France, Nice, c'est le premier choc pour lui quand il quitte Vilnius, et quand il arrive à Nice en 1928, il a à peine 14 ans. Oui, absolument. Ce qui est important pour lui dans Nice, c'est d'abord cette première image de la France, parce qu'il faut savoir que sa mère lui parle de la France depuis qu'il est tout petit. Pour lui, pour sa mère, la France, c'est l'Eldorado, et c'est là où sa mère prédit qu'il va pouvoir accomplir son grand destin d'homme. Et évidemment, il a appris à parler français avec les fables de La Fontaine. Sa mère lui jouait la Marseillaise au piano, et on l'imagine, petit garçon, il raconte ça dans La Promesse de l'Aube. Il a une main sur le cœur et l'autre tendue vers la barricade en chantant la Marseillaise avec sa mère qui l'accompagne. Et donc, il y a cette image de la France, ce paradis extraordinaire. Et donc, à un moment donné, sa mère lui dit qu'un jour, ils iront en France. Et en effet, de Vilnius, qu'on appelle Wilno à l'époque, ils passent par Varsovie. Et donc, ils arrivent enfin en France. Et donc, en effet, comme ils arrivent à Nice, cette première image qu'il a de la France, c'est Nice. Et il va rester attaché très longtemps à Nice, déjà parce que, comme il le dit, c'est là qu'il a écrit ses premiers textes, c'est là qu'il a aimé les premières femmes, c'est là qu'il a eu ses premiers amis, c'est là qu'il s'est construit en tant qu'homme, puisqu'il arrive à 14 ans. Mais au-delà de ça, voilà, c'est enfin cette image, ce paradis dont on lui parlait depuis si longtemps, dont sa mère lui parlait avec une ferveur extraordinaire, parce qu'il n'y avait que là qu'il pouvait agrandir son grand destin d'homme. Et c'est Nice, finalement. Alors, pour tous ceux qui ne savent pas, vous nous rappelez dans quelles conditions il arrive à Nice ? Alors, il arrive en fait en gare de Nice. C'est les premières images qu'il a de Nice. Il parle du porteur à la gare de Nice. Et en fait, ce qu'il raconte dans La Promesse de l'Aube, c'est ils sont donc à Varsovie, ils comptent partir. Et il y a une scène très importante avant leur départ. Il est donc à l'école avec ses petits camarades à qui il s'ouvre de cette perspective de partir en France. Il est tellement fier. Et ses petits camarades se moquent un petit peu de lui parce que chaque fois qu'ils le voient revenir en classe, ils disent « Mais comment ça se fait? Tu n'es pas encore en France, tu devais partir, tu es encore là. » Il se moque de lui régulièrement, mais bon, Romain Gary, qui évidemment ne s'appelle pas encore Gary à l'époque, il s'appelle Roman Katsev, le prend un petit peu de haut, et tellement il a cet amour pour la France et cette certitude qu'il pourra y aller un jour avec sa mère. Et puis, un beau jour, il y a une scène vraiment là qui dépasse les limites. Ses camarades réitèrent ses attaques. Tu n'es pas encore en France, comment ça tu n'es pas parti, tu es un menteur, etc. Et là, ils vont dire une phrase qui va le marquer à jamais. Ils disent « Ah oui, mais c'est vrai qu'en France, on n'accepte pas les cocottes », en parlant de sa mère. Et là, le pauvre enfant, évidemment, enfin préadolescent, est complètement anéanti de chagrin. Il rentre directement chez lui sans même avoir l'idée ni de se battre, ni de rien. Il est complètement anéanti parce qu'évidemment, il voue déjà un culte à sa mère. Et en rentrant chez lui, au lieu d'avoir la consolation de sa mère, il s'imagine qu'elle va le prendre dans ses bras, qu'elle va le consoler. Eh bien, non, c'est pas ça qui se passe. Sa mère lui parle à peine et elle lui dit « Va dans ta chambre ». Bon. Le lendemain matin, donc après, la nuit se passe, le lendemain matin, il prépare ses affaires pour aller à l'école. Et sa mère lui dit « Non, mais c'est pas la peine de préparer tes affaires, tu ne vas pas à l'école aujourd'hui. » Ah bon. Et finalement, elle lui dit « Non, nous partons en France. » Voilà. Et là-dessus, elle lui donne plusieurs gifles. Et elle lui dit « Je te préviens, si un jour encore on m'insulte et que tu ne reviens pas en sang, tu dois te faire tuer s'il faut, mais il n'est plus question qu'on m'insulte sans que tu ne réagisses. » quoi. Et donc, à partir de là, c'est le déclic finalement qui fait qu'elle va préparer les papiers et qu'ils vont partir en France. Alors, on parlera beaucoup de sa mère, Nina, tout à l'heure, évidemment, avec notamment Colette Guedj, lors de la conférence à 16h30, pardon. Parlez-nous de son arrivée à Nice. Alors, où il vit ? Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qu'elle vient faire à Nice ? Qu'est-ce qui va se passer les premières années ? Alors, quand ils arrivent à Nice, ils vont s'installer à un moment donné dans une pension rue de la Buffa. Après, ils vont s'installer rue Shakespeare. Et alors, au départ, l'idée, c'est d'essayer de vendre l'argenterie, ces trésors russes, à des marchands, à des boutiques, ce qui est quand même très, très difficile. Et ils sont dans une situation financière extrêmement précaire. Donc, elle va accumuler les petits boulots. Lui, il va être scolarisé en 4e B au lycée.
lycée de Nice, donc le lycée Masséna dont parlera Didier tout à l'heure. Et d'ailleurs, il va avoir des études très brillantes puisqu'il va être plusieurs fois premier prix de composition française, alors que le français n'est pas sa langue natale. Et sa mère donc va accumuler les petits boulots. Alors elle va être gardienne de chiens, elle va travailler dans un salon de coiffure, elle va avoir une vitrine même au Negresco à un moment donné où elle va vendre des petits effets, des bijoux, des cravates, etc. Et la situation est vraiment très très difficile pour eux. Mais néanmoins, déjà, avant même l'épisode de l'hôtel-pension Mermont, où là, la situation va vraiment s'installer pour eux, il commence déjà à écrire ses premiers textes et à chercher des pseudonymes. Et parce que sa mère lui dit, mais voyons, tu ne peux pas devenir un grand écrivain français avec un nom russe. Évidemment, il s'appelle Katsev. Donc, il lui faut trouver des pseudonymes, et un pseudonyme en particulier qui sera choisi pour pouvoir devenir le grand écrivain qu'elle espère qu'il va devenir. Et donc, la résidence Mermont, vous nous en parlez, parce que c'est ce qui fait, c'est le déclic un peu, hein, il y a un changement de vie à la résidence. Oui, parce que donc elle a des actions dans une société de taxi, elle est intermédiaire dans des ventes de terrain, etc. Jusqu'au jour où, en effet, il y a cet hôtel pension Mermont, donc qui était un immeuble, Agnès l'a dit tout à l'heure, au boulevard Grosso, qui à l'époque s'appelle encore le boulevard Carlone, d'ailleurs, au 7 boulevard Carlone. Et donc elle va avoir l'idée lumineuse de transformer une partie des appartements en hôtel. Et donc elle va s'occuper de la clientèle de cet hôtel. Et d'ailleurs, c'est Romain Gary qui va écrire les premiers prospectus de publicité de cet hôtel. Il va écrire ses premiers textes, il va commencer à envoyer même ses textes à la NRF à cette époque-là. Et là, à partir de là, leur vie vraiment s'organise à Nice. Elle va au marché de la Buffa tous les jours, il l'accompagne au marché de la Buffa, et il commence vraiment à s'intégrer dans la vie niçoise et à respirer un petit peu d'un point de vue financier, parce que jusque-là, c'était vraiment très difficile. Là, elle a enfin une situation un peu moins précaire, et là, ça y est, il sait que son grand destin est ici et que l'aventure a commencé. Alors Didier nous dira tout à l'heure, et Paul Pavlovitch également, quel élève il était, on va en parler, mais quel enfant était-il, quel adolescent était-il entre 28 et son départ à la guerre? Ouais, ça, c'est surtout Paul Pavlovitch, qui va pouvoir le dire. Mais c'était un enfant qui était très attaché à sa mère, évidemment, et qui était déjà très attaché à la littérature, évidemment, attaché à la Méditerranée, parce que même dans les premiers mots qu'il dit sur Nice, il parle tout de suite qu'à peine ils ont posé leur valise, il va vers la mer pour renouer avec elle. Donc ça, c'est quelque chose qui sera très important jusqu'à la fin de sa vie. Nice a beaucoup marqué sa vie, a construit sa vie. Et la Méditerranée, autour de la Méditerranée, vraiment, il avait un grand attachement à la mer Méditerranée et donc à la littérature. Et c'est vrai qu'on voit dans La promesse de l'aube, et même dans d'autres ouvrages, ce qui est très marquant de sa vie à Nice, c'est qu'il va toujours faire des allusions à Nice. Parfois, alors La promesse de l'aube, évidemment, il parle de Nice sur facilement les 2 tiers de l'ouvrage, mais dans d'autres ouvrages qui n'ont rien à voir, je pense par exemple à Chien blanc qui parle de sa vie aux États-Unis, il y aura une phrase, un paragraphe, une allusion. Dans des interviews aussi, en 73, donc très très longtemps après, puisqu'il arrive lui en 1928, en 73, dans une interview, il va dire que justement la petite cellule humaine, ce qui le rapproche de ça, c'est sa vie à Nice. Et il redit justement que c'est là qu'il a vécu ses premières aventures amoureuses, littéraires, etc. Donc même en 73, on est à 7 ans de son suicide, et encore là, il parle de Nice, il se sent attaché à Nice. Quand il revient de la guerre, de la même manière, il rejoint donc, la table ronde tout à l'heure l'évoquera très largement, mais il a rejoint le général de Gaulle à Londres, et après il a servi dans l'armée, il était compagnon de libération, etc. Et au sortir de la guerre, il rencontre la reine d'Angleterre avec l'ensemble de son escadrille, et la reine d'Angleterre lui demande: d'où venez-vous? Elle demande ça à chaque soldat, et lui dit: de Nice. Donc voilà, c'est pas de France, c'est de Nice. Voilà, c'est de Nice. Donc on sent vraiment cet attachement très très fort pour Nice et la Méditerranée. Oui, c'est un vrai point d'attache. Il y revient régulièrement, et pas seulement à Nice, les Alpes-Maritimes, puisqu'il aura une maison à Roquebrune, hein, c'est ça? Oui, absolument. C'est que une fois qu'il va avoir, parce qu'après il va être diplomate, il va voyager de par le monde, etc. Mais c'est vraiment Nice et la région autour qui va compter pour lui. C'est vraiment un refuge à chaque fois, puisqu'il aura cette maison donc à Roquebrune. Et c'est d'ailleurs à Roquebrune
qu'il va dans un grenier de Roquebrune, dans une espèce de tour de guet, une espèce de toute petite maison sur 3 étages. Vous y êtes allé, je crois, non? Oui, Ouais. j'ai eu l'extrême privilège, en effet, d'y aller. Et donc, il y a 3 pièces, mais minuscules, entassées les unes sur les autres. Et lui a travaillé sur ces textes dans un grenier, au dernier étage. Et c'était vraiment dans une situation très précaire. Il y avait une petite fille qui était là, qui était la fille du couple qui s'occupait du ménage et de l'intendance de la maison quand il était absent, qui lui apportait ses cigarettes en montant par une échelle pendant qu'il écrivait ses textes. Et c'est là donc qu'il a écrit une grande partie de son premier prix Goncourt en 56, Les Racines du ciel, à Roquebrune, avec cette vue. Donc cette petite maison qui payait pas de mine, mais qui avait une vue absolument splendide sur la Méditerranée, encore une fois. Alors, l'attachement est tel que ces cendres ont été dispersées, c'est ça, dans la Méditerranée, hein? Oui, c'est ce qu'il a désiré, Alors, parce que absolument. l'attachement, il y a Nice et la Méditerranée, évidemment, hein, très fort. Voilà, oui, vraiment jusqu'au bout, parce que donc il a eu cette maison dans les années 50, et même après, il est revenu régulièrement, et à Nice, et à Roquebrune, et dans la région, même quand il n'avait plus de maison à lui, il revenait régulièrement jusqu'à la fin de ses jours, et en effet, il a désiré que ses cendres soient dispersées dans la Méditerranée, ce qui a été fait d'ailleurs. Paul Pavlovitch, moi ce que j'ai envie de savoir, je crois que nombreux ici ont cette envie, c'est, vous l'avez bien connu, on le sait, vous allez nous dire comment, pourquoi, et puis on le découvrira aussi tout au long de ce week-end, mais quel adolescent, quel jeune homme était à Nice, Romain Gary? Romain était, comme tous les gens dont les parents étaient des émigrés, il était un garçon qui ne connaissait pas la ville. Bon, il venait de Baltique, qu'on appelle aussi la Méditerranée du Nord. Il connaissait la mer, il aimait ça. Il est arrivé ici, c'est ma grand-mère, sa tante, qui l'a fait répéter pendant quelques mois avant son entrée au lycée qui s'appelait Félix Faure. Je dis Félix Faure parce qu'après tout, c'était un copain de Stendhal et que ça vaut Masséna. Pendant tous les mois d'été, août, septembre et jusqu'à octobre, c'est ma grand-mère qui l'a fait répéter. Parlait mieux français. Elle avait ce rapport au français qui était quelque chose de terrible, sacré. Il fallait écrire sans faire de faute, il fallait être en quelque sorte impeccable en français parce que, comme disait Romain, c'était une langue qui nous adoptait. Donc, il fallait la respecter. Mais par ailleurs, bon, il était fils d'émigrés dans cette bande de Russes du quartier de la Buffa et du boulevard Grosso. C'était des gens sans dessous, c'était très difficile. Ils ont fait partie des premières vagues émigrées en France. Il y avait eu les Italiens auparavant, et tous ces gens-là arrivant en groupe, très souvent depuis Turin, où un consul français les a aidés à accéder à la France. Et Romain et sa mère, comme ma grand-mère, comme ma mère, sont passés par Turin, parce qu'ils avaient appris que ce consul était tolérant envers les Russes et que, par une organisation interne à tous ces émigrés, avertissant une Russe amie de Nice déjà installée, celle-ci ou celui-là ouvrait un compte dans cette banque française hospitalière aux Russes au nom de la postulante, qui du coup, à Turin, recevait la preuve qu'elle avait 4 sous. Et à ce moment-là, le consul français de Turin accordait le visa touristique. Romain, comme mes parents, sont rentrés avec un visa touristique de quelques mois. Puis ensuite, ils remboursaient la personne qui avait été leur garant à Nice, travaillait et était en fait accepté.
Ils étaient probablement assez exotiques pour qu'ils ne soient pas repoussés ou détestés. Je me souviens de la rue Bottero, de la rue Dante, où il y avait, je me souviens au coin de la rue Bottero et du boulevard Gambetta, il y avait ce petit café qui s'appelait chez Maya, une Russe, où tous les gens de l'âge de Romain, moi j'étais jeune garçon au début des années 50, et eux étaient des types de 35-40 ans, et c'était leur quartier général. Et je me souviens aussi de M. Karpov, pâtissier à Saint-Maurice, là-haut. M. Karpov faisait des gâteaux russes, et c'était Pierre, mon frère, qui livrait en vélo tous ces bistrots russes de la ville. Et là, au coin de la rue Bottero, les bonhommes sortaient, Pierre faisait le zigoto avec son vélo, livrait, puis passait au suivant. Mais peut-être là, je perds le fil. Votre question. Mais non, c'est la vie de Romain, ça m'intéresse. Ouais. Donc, quel était Chaque le fois que Romain revenait à Nice, il passait chez Maya, qui était une bonne femme qui marchait à la vodka, et tous marchaient à la vodka de très bon matin. Et ça faisait des types étranges, encore jeunes, le pantalon retroussé à la mode des pêcheurs, en fait, je dirais un peu des glandeurs. Certains ont réussi. Je me souviens au Baléares, quand Romain n'a plus d'endroit à Nice, où il s'était installé, eh bien, il y avait quelques Russes de Nice qui l'avaient suivi. Pour reprendre votre expression, est-ce que Romain Gary était un glandeur? Non, Romain avait sa mère au Basque. Il n'avait pas la place. On va en parler tout à l'heure. Oui. Vous pouvez en dire quelques mots, évidemment. Oui, je le sais parce que bon, ma mère était sa cousine, elle avait 7-8 ans de plus que lui. La mère de Romain était sa tante. C'était des femmes très difficiles pour un type jeune, parce que elle vous prenait à partie, vous comprenez? Il fallait faire des preuves tout le temps. C'était dur pour lui? C'était difficile? Certainement. Il n'y avait pas de limite. D'abord, elle lui avait tracé le chemin sans lui demander son avis. Romain était un jeune type très doux. C'était pas du tout un fier à bras. Il y a une légende autour de Romain très particulière qui est probablement due à sa guerre, à sa carrière, au fait qu'il est passé pour un baroudeur. Il n'était pas comme ça. C'était un homme extrêmement, comment on pourrait dire, tendre, amical. Moi, j'ai jamais entendu Romain dire un truc négatif sur quelqu'un. Jamais. Même quand il était agrafé dans la presse ou critiqué, souvent, je dirais assez bassement, jamais. Il ne considérait pas qu'on vivait pour dire des trucs pareils. Il ressentait que c'était négatif. J'insiste là-dessus parce que ça va un peu à l'opposé du personnage, de ce qu'on dit de lui. Oui. Plus tard, il a eu la légende selon laquelle il renversait les tables dans les cafés. Moi, je l'ai vu très souvent aider les gens à avoir des espèces de protégés jeunes. Il avait une bande de jeunes amis. Quand il avait 50, 60 ans, il protégeait des garçons de 17, 18 ans. Il les aidait. Souvent, il se faisait un peu exploiter d'ailleurs, mais non, j'ai jamais aperçu le côté fier à bras qu'on a donné de lui. Comment, Didier nous parlera de l'élève qu'il était, entre autres, évidemment, mais comment se passe son intégration en France? Parce que on l'a dit, et Karine Marie l'a évoqué tout à l'heure, il est attaché à la France, il aime la France, on le sait. Donc, est-ce que son intégration à Nice est difficile? Est-ce qu'on le regarde différemment? Et moi, j'ai le souvenir... Parlez bien dans le micro, peut-être. Oui, j'étais collégien puis lycéen dans les années 50 au lycée à Nice. Et j'ai le souvenir de la petite difficulté que nous avions
et lui encore plus à cause de son accent. Moi, je suis né à Nice, donc ce n'était pas tout à fait la même chose. Mais c'est quand même ma grand-mère qui m'a appris le français. Mes parents parlaient anglais ou russe à la maison. Et c'est par ma grand-mère et, je dirais, par l'école que j'ai appris le français. Et donc, mes copains en classe, vous voyez la différence. Et dans le cas de Romain, encore plus. Donc, j'ai une anecdote. Quand sa mère ne le lâchait pas, ou quand la mienne faisait la même chose 20 ans après, moi j'ai connu Romain en 48. J'avais 6 ans. Et c'est après la guerre, 48-49, il venait d'acquérir la petite maison à Roquebrune. D'accord. Et sa mère était morte depuis quelques années. Et Dina, ma mère, l'avait invité avec Leslie Blanch, sa première femme, une Anglaise assez fabuleuse, très libre. Et mon père et Romain ne s'entendaient pas. Mon père était yougoslave d'origine, pro-anglais. Il avait fait la guerre comme antigaulliste. Il partageait le même camp contre les Allemands, mais tout les séparait. Donc, pour ce repas à Avenue des Orangers, où nous habitions, Leslie et Dina s'étaient entendus pour qu'il n'y ait pas de bagarre ce jour-là. Et il avait le sens de l'hospitalité, il était totalement méditerranéen, plus que nous tous. C'était un type qui, du Monténégro, avait... Je dis quelques mots pour mon père pour essayer de le situer, parce qu'il était plus âgé que Romain, et il était énervé par Romain. Il trouvait que c'était un type pas possible. Romain, par contre, avait à peine 34 ans. Il avait 34 ans, il sortait de la guerre, comment dirais-je, en héros. Et Paul, mon père, l'avait vu avant-guerre, hésitant, ne connaissant pas la marche à suivre, ne sachant pas ce qu'il allait devenir. Et voilà qu'à la sortie de la guerre, il était jeune diplomate. Il avait fait un livre qui avait été considéré comme le livre de la guerre. Et il arrivait de Bulgarie, et là ils ont eu un point commun. Mon père était violemment anticommuniste, et Romain, en Bulgarie, avait vu l'offensive stalinienne. Les gens qu'on suicidait, le truc stalinien. Et donc cette journée-là, nous avions mangé ensemble, mon frère, ma sœur et moi qui étais le plus jeune, dans cette grande salle à manger. Ma mère veillait sur mon père, qu'il ne déraille pas. Et il parlait, mais il parlait le plus souvent en anglais, à cause de Leslie, qui d'ailleurs parlait français. Mon père lui avait montré ce livre d'un Russe qui s'était enfui de Moscou, et ça s'appelait, Kravchenko, ça s'appelait « J'ai choisi la liberté ». Et mon père, très violemment, parce qu'il était comme ça, montrait le massacre dû aux communistes, et Romain réagissait, c'était tout de même pas de sa faute, il n'avait rien à voir avec ça. Mais ce que nous, enfants, avions remarqué, c'était que le type était très jeune. Il avait fait ce passage à l'âge adulte dans la guerre, avec des missions, avec une expérience unique qui vous vieillit nécessairement. Et cependant, alors qu'à l'époque, les adultes tenaient les enfants à distance, quand nous sommes arrivés dans le petit salon, et il n'y en avait pas de grand, et qu'on devait être présenté à Romain et à Leslie, eh bien on a fait comme on faisait, c'est-à-dire qu'on s'est mis sur le seuil, quasiment au garde à vous, et on a attendu qu'il s'adresse à nous. Et donc là, on a vu que Romain et Leslie s'intéressaient aux enfants pour de vrai, comme des jeunes parents actuels. C'était pas
un embarras comme souvent chez les adultes. Donc ça, c'est le seul souvenir, c'est le premier que j'ai de lui. Ensuite, ça n'a pas tardé, quelques années après, mon père est mort et Romain était probablement en Suisse. Je ne connais pas trop les détails de sa carrière, il a changé assez souvent. Il allait partir en Amérique et mon père est mort à l'hiver 53 et Romain est arrivé l'année suivante. Dès qu'il avait quelques jours de congé, il rejoignait sa maison à Roquebrune où il menait une sorte de vie très rustique. C'était quand même à peine le début des années 50. Le Cap Martin était tranquille et il était descendu donc voir sa cousine, voir surtout ma grand-mère. Il avait emprunté le tramway numéro 7 qui remontait vers Saint-Maurice et ses sols là-haut, et qui, sous le pont du chemin de fer, avait un arrêt, et c'est là où habitait ma grand-mère, dans un tout petit appartement du boulevard Gambetta, et il allait, lui rendre une sorte d'hommage comme ça. Il était très très reconnaissant à ce rôle de pilotage de la langue qu'elle avait eu au début. Et donc, à la mort de mon père, quelques mois plus tard, il revient et après avoir rencontré ma mère, qui tenait une toute petite boutique de bijouterie au coin de la rue de France et du boulevard Gambetta, elle me dit Romain veut que tu ailles à Roquebrune. En fait, il m'invitait pour passer une journée avec lui. En quelque sorte, un truc d'homme à homme. De façon à m'apprendre la vie. Vous voyez, il avait Qu'est-ce qu'il vous a dit ? Une espèce de truc de parrainage. Et il m'a dit là, il ne m'a pas pris entre quatre yeux, non, on est allé se baigner, il avait une 4 chevaux, il était très détendu. Très vite, j'étais moi aussi à l'aise, on s'est baigné. Je me souviens qu'on est allé faire le tour du Cap Martin et le cabanon de Le Corbusier venait d'être bâti, il était tout neuf, la petite cabane. Pour une raison ou pour une autre, il avait accès et on a visité cette petite cabane qui était tout à fait paradisiaque. Et puis on est reparti, il avait quelques copines et copains et on est remonté avec sa 4 chevaux à sa petite maison. Et là, ça a été un espèce de moment plus sérieux, il m'a demandé ce que je voulais faire. Moi j'avais 11 ans, je ne savais pas du tout ce genre de choses. Oui, c'est un peu tôt. Et alors il m'a dit, écoute mon vieux, je connais tout à fait cette affaire, ce que tu dois faire, au moins jusqu'à tes 20 ans, c'est gagner du temps. Tu dois absolument gagner du temps. Ce qu'il voulait dire, c'était que je devais en perdre. Il me dit, les gens ne te voient pas. Et encore une fois, c'est vrai que les adultes ne regardaient pas les enfants, au moins dans leurs préoccupations. N'imaginez pas qu'un garçon de 11 ans ou de 15 ans puisse avoir des soucis, vous comprenez ? Ouais. C'était pas dans leur éducation. Et donc il m'a dit, mon vieux, tu dois gagner du temps, ça va pas être facile. Et puis, comme on dirait maintenant, prends des plans, regarde comment ils font. Aligne-toi, ne bronche pas. Ensuite, comme ça s'est passé. Elle m'a dit des choses qui m'ont frappé parce que jamais un adulte m'avait dit des choses, je dirais, aussi complices. Si bien qu'au soir, je suis rentré à la maison à Nice par le petit train. Il n'y avait pas encore cette espèce de métro là. Et il m'avait très impressionné. Et c'est comme ça qu'il s'est trouvé à assumer un rôle et jusqu'à sa mort,
je n'ai pas su s'il s'est rendu compte de la place particulière à laquelle il accédait. Ça a été ça a été un tuteur, un frère? Ça a été une espèce d'oncle d'Amérique. Et par la suite, effectivement, il m'appelait mon neveu. Bon, on disait, c'était vraiment un oncle d'Amérique, c'est-à-dire un type qui vous dit attention, tu déconnes, attention, ne fais pas ça, ou alors écoute, essaye ça. Un parent, mais un complice. Je voudrais revenir sur ce que vous disiez tout à l'heure. Vous indiquiez que Romain Gary, contrairement à ce qu'on peut dire ou lire, était un homme doux. Hein, c'était plutôt une personnalité pour moi, oui. agréable, en tout cas à votre connaissance. Est-ce que très jeune, alors vous l'avez connu, en effet il avait 34 ans, est-ce qu'il était ambitieux? Parce qu'on sait que sa mère était ambitieuse pour lui, elle voulait en effet qu'il soit une personnalité, qu'il devienne quelqu'un, comme on dit. Est-ce que vous, au fond de lui-même, il était ambitieux, il avait envie de réussir, ou finalement il s'est laissé bercer pendant des années au regard voilà, des succès, de la vie finalement? Est-ce qu'il a surfé sur la vie, ou est-ce qu'au fond de lui-même, il avait une revanche à prendre? Sa mère avait une revanche. Je sais, parce que ma mère me le disait, il n'avait pas fait des études excellentes. Non, il était, comme je l'ai fait moi après, on se hissait d'une classe à l'autre, on y arrivait. Mais d'abord, dans les années 30 comme dans les années 50, le lycée était quelque chose de sévère, et vous étiez sinon en punition, du moins il fallait obéir. Il fallait avoir des notes. Romain, je pense, s'arrangeait à avoir des résultats, mais ce n'était pas quelque chose qui l'excitait. Ce n'était pas un bon élève, c'est-à-dire un volontaire pour avoir des résultats. Non, maintenant, ses ambitions, c'est compliqué. Je pense que sa mère avait des images de la France qui étaient des stéréotypes de l'époque et qu'elle l'a habillé pour l'hiver, comme on dit, en quelque sorte... diplomate et écrivain, devenir Victor Hugo et devenir un ambassadeur. Et ça, c'est plus que pesant. Alors, elle a tout essayé pour lui. Je crois que la peinture, par exemple, il aimait ça. Hein, il aurait aimé être peintre, mais c'est sa mère qui ne souhaitait pas. Romain a continué de peindre bien après. Mais non, vous comprenez, quand on est méditerranéen, quand on est jeune homme à Nice, dans les années 30 comme dans les années 50, c'est-à-dire avant le plein tourisme. Du temps de Romain, la saison, c'était l'hiver. Elle commençait avec les Américains à s'ouvrir à l'été, mais les gens d'argent venaient l'hiver. Et de mon temps, il n'y avait pas encore grand monde. Il y avait du monde, mais c'était contenu. Et comment dirais-je, Nice et la Méditerranée, quand vous étiez un jeune homme, vous aviez un vélo, un Solex, un scooter, vous alliez à Monte-Carlo, vous alliez à Cannes. On s'arrêtait à Cannes, après c'était plus le pays. Ah oui, non, oui, ça n'a pas changé. C'était autre chose. C'était pas chez nous. Et, par contre, on allait jusqu'à Vintimille-San Remo. C'était encore chez nous là-bas. Et les jeunes gens qui voulaient être dandys allaient aux foires de Vintimille pour s'habiller avec les chaussures pointues des Italiens et des choses. Il aimait la fête, hein. Il aimait il aimait la fête, il aimait s'amuser. Je ne sais pas si on aimait la fête comme on l'aime maintenant, comme les jeunes gens semblent l'aimer maintenant. Par contre, sur la côte, moi j'ai toujours connu des gens très jeunes qui étaient déjà des dandys, qui veillaient à leur élégance, qui avaient certaines adresses, et ça a été ma jeunesse. Je ramais parce qu'il fallait un peu d'argent, et les Niçois étaient mieux pourvus que nous. Mais je crois que Romain, sans être indolent, n'avait pas le feu derrière. Par contre, ce qui a vraiment changé la vie de Romain, c'est sa guerre. Oui, on va y revenir. Sa guerre l'a propulsé dans un truc unique. En dehors des actes héroïques et de tout ce dont on va parler, l'a propulsé dans quelque chose qu'on rencontre très rarement dans la vie d'un homme, c'est la fraternité.
C'est-à-dire qu'il avait des hommes qui étaient ses amis. Je ne crois pas qu'il était un vorace ambitieux, mais il a réussi sa guerre. Mais pour lui, la réussite, c'était une extrême amitié, je dirais, franchement et réellement sincère avec, et pour une bonne raison, c'est que de son groupe, ils sont sortis 5. Et donc tous les autres, il me racontait, il avait des copains de Marseille. Moi, j'en ai connu plusieurs de ces gens devenus vieils hommes. J'ai connu un général d'aviation qui appartenait à une famille extrêmement bourgeoise de Lyon. Tous étaient pétainistes, mais toute la France l'était. Et voilà que ce garçon, officier de carrière, fiche le camp en Angleterre. Il avait violé la règle d'une bonne éducation, mais il y avait aussi des macros de Marseille, il y avait des malfrats de Nice, il y avait des gens de toute espèce. Et ils savaient que, en quelque sorte, ils avaient peu de chance dans ce combat. Et donc, ils n'avaient pas de compte à régler entre eux. Je trouve que c'était, pour lui, l'époque essentielle. Alors, à partir de là, bien entendu, après sa guerre, il écrivait déjà, et là, il ne s'agit pas d'ambition, mais de vocation. Voilà qu'il a une chance de rentrer dans le corps diplomatique, difficilement, parce que Romain est allé en Pologne en 1936 après sa licence de lettres, de droit, passer un examen de langues orientales. Et il a trouvé ce job de secrétaire d'ambassade grâce à cette spécialité des langues russes et polonaises. Et donc là, voilà, le truc de sa mère se réalisait. Le premier livre recevait un prix qui avait déjà été un grand succès en Angleterre, sous le titre La forêt de la colère, The Forest of Anger. C'était pas éducation européenne, non, rien à voir, oui. C'était vraiment autre chose. Et il finit son dernier livre avec quasiment les mêmes personnages. Bon, là, je vais un peu vite. Alors, on va vous laisser quelques instants. Je voudrais qu'on passe la parole à Didier. Alors, Didier, là, vous nous racontez une histoire aussi passionnante que celle de Paul Pavlovitch. C'est votre père, donc, qui connaît bien Romain Gary, puisqu'ils sont lycéens, tous les deux. Alors, ils avaient un grand point commun. D'abord, ils avaient le même âge. Ils sont nés en 1914, tous les deux. Tous les deux se retrouvent à Nice, venus d'ailleurs. Mon père, lui, était arrivé plus tôt. Il était arrivé tout bébé parce que son père était... Pendant qu'il venait au monde, son père se faisait tuer dans les tranchées à Verdun. Et mon père vivait dans le Nord et il souffrait de rachitisme. Et les médecins disent à sa mère, il faut qu'il aille au soleil, sinon il va mourir. Et mon arrière-grand-mère, qui à l'époque dirigeait un réseau de résistance dans le Nord, qui a su tout de suite que son gendre avait été tué sur le front, mais qui l'a caché à sa fille tout le temps de la guerre. Elle décide qu'il faut partir immédiatement au soleil pour sauver le bébé. Et elle ferme la boutique. Elle avait inventé l'épicerie fine avant Fauchon et Diard et tout ça. Elle avait travaillé à partir de 13 ans. Elle allait sur les marchés avec sa carriole et son fusil. Elle a fait c'était vraiment une femme avec certains vrais points communs avec la mère de Romain. Et sa fille, qui avait à peine 18 ans, qui venait de se marier et qui était déjà veuve sans le savoir, donc la suit cette femme impétueuse jusqu'à Nice, où elle s'installe, rue de France. Et donc là, on est en 1915. Et donc, lorsque Romain Gary arrive, mon père est au lycée, donc Félix Faure de l'époque, et tous deux reconnaissent cette chose. Ce sont deux enfants sans père,
le père est tué. Alors, mon grand-père a été tué dans les tranchées sans qu'on ait retrouvé le corps, comme énormément de personnes de cette époque. Et Romain, lui, c'était plus compliqué. Quand il racontait l'histoire de son père, c'était cet acteur, Ivan Mojokin, qui était, enfin, ce qu'il disait à mon père, qu'il était le fils de cet acteur extraordinaire, formidable, mais destin tragique, problème. Donc la vie romancée. Et mon père, qui, comme lui, avait un... Parce qu'il y a une dimension qu'on oublie très souvent chez Romain Gary, c'est la dimension de théâtre. Car c'est un auteur de théâtre aussi, et du théâtre de sa propre vie. Il va mettre en scène sa vie dans toutes les couleurs, que ce soit quand il est à Nice et qu'il faut exister à côté de cette femme qui aurait pu être terriblement écrasante, et il a réussi à en faire une femme inspirante. C'est peut-être un des plus beaux hommages, plus durant, et c'est tout cette merveilleuse émotion qui sourd de la promesse de l'aube. C'est cette femme, normalement, aurait dû briser ce fils, avec tout ce qu'elle attendait de lui, avec tout ce qu'elle ensemençait, avec cette violence aussi dont vous parliez. Il y avait et puis ce sens du sacrifice. Je pense à cette scène extraordinaire qui est une des scènes les plus dures que j'ai lues en littérature dans La promesse de l'aube. C'est la scène de la poêle du beefsteak, où chaque jour, il est très important que pour sa carrière future de Victor Hugo et de grand diplomate, le petit Romain ait un beefsteak, quelle que soit la dèche dans laquelle se trouve sa mère. Et donc, il a son couvert, il est seul à table, et il dit « Mais tu manges pas ?» « Non, de toute façon, moi je suis végétarienne, je ne supporte pas la viande, dit-elle. » Donc, il mange tout seul. Et un jour, il a fini son steak, il va à la cuisine, et il trouve sa mère devant la poêle en train de saucer avec le pain, l'huile de cuisson, comme ça, et il la prend en flagrant délit de sacrifice, car il n'y avait pas de quoi acheter de la viande pour deux, donc elle faisait croire qu'elle était végétarienne. Et là, il a déjà la scène en elle-même est très forte. Est-ce qu'il nous raconte ? Alors je ne sais pas si la scène, on en parlait tout à l'heure avec Paul, est-ce qu'elle est vraie ou est-ce que c'est le romancier qu'il était déjà à l'époque qui l'a modifié comme ça ? Il a cette double réaction. Et tout à coup, je dis, elle se sacrifie pour moi. Elle m'a menti et elle ne mérite pas de faire ça et c'est insupportable. Et il se sauve et il se barre. Donc il a une réaction très cruelle. Au lieu de dire maman c'est formidable, car c'est aussi l'autre versant de compréhension de cette scène, de dire merci, pas du tout, il lui en veut. Mais il analyse, peut-être pas automatiquement, mais en tout cas dans la recréation de cette scène qu'il nous livre dans La promesse de l'aube. Et il se retrouve sur un talus devant une voie ferrée en train d'analyser ce qui vient de se passer, ce qui sera une des clés de son positionnement, de son évolution, de ses rapports avec sa mère. Je ne sais plus d'où j'ai ouvert la parenthèse. Donc, alors, il y a eu ce problème, ce signe de reconnaissance par rapport à mon père, où lui, c'était plus complexe, parce qu'il y avait deux femmes. Il y avait donc sa mère qui était dans l'attente complète des nouvelles du front. Et la grand-mère, donc Hortense, qui lui mentait, qui disait « Oui, j'ai des nouvelles, il est sur le front, il ne peut pas répondre aux lettres encore, il ne peut plus. » Et on ne savait même pas s'il avait reçu la lettre lui disant que sa femme attendait un enfant. Donc c'était cette incertitude, évidemment, du front de l'époque. Mais il y avait cette maîtresse-femme, cette arrière-grand-mère, qui en même temps avait, elle, sacrifié ce qui était une affaire complètement florissante. Elle avait des cafés, des restaurants dans le Nord, et elle avait tout sacrifié. Donc tout avait été pillé, bien sûr, parce qu'elle était partie. Et donc après, il fallait que tout le monde se sacrifie pour elle. C'est-à-dire que sa fille n'avait pas le droit de sortir, n'avait pas le droit de travailler. Et mon père se retrouvait en train d'essayer de faire vivre deux femmes, tout en étant un garçon qui va à l'école. Et donc, comme il était très débrouillard, assez inventeur, il avait inventé deux trucs. D'abord, il fabriquait tout le temps des postes à galène, des postes de radio, et il réussissait à les miniaturiser assez bien, il les vendait. Et puis, son grand succès, c'était pour les cours de récréation, c'était les voitures en bois. Il construisait des voitures en bois, mais c'était les seules qui avaient les phares qui brillaient la nuit.
Personne ne savait pourquoi. Il y avait la rue, dès qu'il faisait l'obscurité. Enfin, il les cachait vraiment comme on vend des fausses Rolex aujourd'hui. Vous voyez, comme ça, regarde, il faisait le noir et il y avait les phares qui brillaient. Et en fait, son secret de fabrication, c'était qu'il attrapait des lucioles. Il ne les tuait pas, car il n'a jamais pu. Il avait un côté bouddhiste, sans nom déclaré, mais ça ne fait pas de mal à un animal. Il grattait leurs ailes, donc il récupérait, et il le fixait dans les phares. Et donc, ça brillait comme des lucioles, ces phares de voiture. Et donc, lorsqu'arrive le petit Romain, comme à tout le monde, il vend. Et Romain achète une voiture, donc, avec la perspective de la revente, tout de suite, en se disant, c'est quelque chose qui va... C'est une affaire. Ouais, c'est une affaire. Et puis, donc, mon père est content, parce que vraiment, mon père a besoin, il faut faire bouillir la marmite. Et là-dessus, donc là, on est à l'époque, Romain a 15 ans, je dirais à peu près, 15 ans et demi. Et le lendemain, Romain arrive et il dit « J'ai quelque chose pour toi ». Et il lui donne des feuilles de papier. Et en fait, c'était une nouvelle. Il dit « C'est un texte que j'ai écrit et c'est pour toi, je te l'ai dédicacé ». C'est bon, et ça fait tant. Et en fait, il lui demande un prix qui était le prix comparable de celui de la voiture qu'il avait acheté la veille. Donc, mon père n'a pas pu faire autrement que d'acheter. Donc, pour répondre à ce qu'on a évoqué tout à l'heure sur le côté, y a-t-il vocation d'écrivain ou pas ? Ou est-ce que c'est juste le désir de sa mère ? Non, je pense qu'il y a chez Romain, en tout cas ce que m'en a raconté mon père, à partir du moment où j'ai commencé à écrire vers 8 ans, c'est là que mon père me dit c'est marrant parce que ça me rappelle. Et la chose qui lui rappelait Gary, ce n'était pas tellement ce que j'écrivais, c'était les listes de pseudonymes. Ah oui, bien sûr. Puisque les deux premières choses qu'a écrites Gary, on disait tout à l'heure, Karine nous rappelait le prospectus de l'hôtel Mermont, rappelant que non seulement il écrivait le prospectus de publicité, mais c'est lui qui a trouvé le nom. C'est lui qui a baptisé la pension. Alors là, il y a plusieurs interprétations. On dit Mermont parce qu'il y a la mer et les montagnes, et certains disent, mais il y a aussi Mermoz, car déjà à l'époque, et ça c'était vrai, il admirait le grand aviateur, et c'était l'autre part de son destin, l'aviation. Donc c'était lui l'auteur. Symboliquement, c'est très fort, ça. C'est lui l'auteur du nom de la maison qui, pour la première fois, va rapporter un peu d'argent stable à sa mère. Et puis ensuite, dès le moment où elle lui avait dit « tu seras un grand écrivain », un grand écrivain, il faut qu'il ait un nom, il faut qu'il ait un grand nom. Et donc les listes de pseudonymes, et moi je m'étais retrouvé à faire un peu la même chose au départ, et c'est comme ça l'accroche, le premier souvenir que j'ai de mon père me parlant de Gary. Comment Romain Gary a marqué votre père ? Quel souvenir il a de lui ? Il avait de lui ? Alors, c'était intéressant ce que vous disiez tout à l'heure, parce que ça rejoint ce que disait mon père, c'était pas du tout le baroudeur, le côté Kessel. Il y a eu un peu une assimilation à Joseph Kessel, le côté on renverse les tables de bar. C'est un collègue de Chambray, Kessel, d'ailleurs. Voilà, absolument. C'est ça, Kessel, un des premiers qui lit son manuscrit, qui l'encourage. Mais le côté croqueur de verre, Kessel qui bouffait le verre brisé, je pense qu'il y a eu, c'était en tout cas pas la nature première de Romain, qui, cela dit, était tellement empathique qu'il a pu tout à fait tenir son rang après. Mais là, le baroudeur, c'était plutôt mon père. Et ils avaient un terrain d'affrontement qui était le ping-pong. Oui. Et je dirais après... Racontez-nous, parce que... le bref moment où j'ai connu Romain Gary, c'était très présent dans la conversation. Oui, en fait, il y avait des tournois de ping-pong, et puis... Là, l'un comme l'autre, supportait pas de perdre. Alors, il y avait le ping-pong et puis il y avait les filles. Et c'est vrai que Romain avait dès le début de son arrivée à Nice, il y a une découverte très très forte. C'est le carnaval, c'est les carnavaliers. Il passe un temps fou dans les ateliers de construction. Et alors ça, je l'ai su par un autre biais longtemps après. En fait, il était très amoureux, très fasciné par la fille d'un carnavalier, par une petite carnavalière. D'accord. Et donc, il fabriquait les grosses têtes, les chars. Et ce mélange de sensualité féminine et de démesure grotesque de cette si jolie jeune fille, si fine, qui faisait ces grosses têtes de carnaval, et de quelque chose qui touchait
profondément. Et mon père était là dans ces moments-là. Ils avaient un peu... Et c'est vrai que mon père avait été un petit peu, avec les filles, un petit peu à odeur. Romain était, pour des raisons qui ne m'appartient pas de commenter, je n'étais pas là. Hein, il y avait un rapport assez difficile. Il le disait, il allait par exemple, quand il nageait sur la plage de l'Opéra à 3 km, généralement il s'était fait rembarrer, il avait pris un râteau et il y avait quelque chose qui, alors est-ce lié à la présence étouffante de sa mère, à sa timidité, à sa volonté, il avait quand même besoin d'épater, il n'avait pas encore tous les moyens qu'il aura plus tard pour épater. Et puis, et un profond pessimisme quand même. Ah oui, ça on on ressent partout. Quand même. En disant, mais pessimisme de lucidité, en disant, oui, pourquoi moi? Je dis, alors qu'il y a tel autre, il y a tel... Bon, c'est plus tard où il y a eu la dimension de pause qui s'est installée pour à la fois des raisons qui nous paraissent un peu légères, mais je crois des raisons beaucoup plus graves, notamment ce qu'on disait tout à l'heure. C'est un survivant. C'est quelqu'un qui n'arrêtera pas de dire... tous mes copains qui sont formidables, il y a une énumération, il y a 2 pages dans La promesse de l'aube sur tous ceux qui sont tombés. Oui. Et en filigrane, et il le dit carrément, et pourquoi eux et pas moi, quoi? Pourquoi et donc, ce qui explique beaucoup de choses, c'est un peu rapide de dire s'il avait un état dépressif, chronique, slave, tout ça. Non, je pense que c'est, pour l'avoir beaucoup lu, pour avoir vraiment intéressé par empathie à tous les ressorts du personnage et ce qu'il fait de sa vie et de son caractère en termes de transformation et de révélation dans son œuvre. Non, il y a un sentiment d'absurdité, d'injustice et une colère. C'est intéressant que le titre qu'il y ait que ce soit la version anglaise de son premier livre qui mette le mot colère, qui n'est pas dans ses autres titres. Il y a quand même une dominante importante. C'est la colère face à l'imposture. C'est pour ça qu'il choisira très souvent des personnages qui sont d'une sincérité totale derrière des masques, parce que l'imposture officielle, qu'évidemment il va beaucoup côtoyer quand il sera dans la diplomatie et dans quelque chose qu'il aurait vu, c'est là il en prendra un contre-pied qui fera qu'on le qualifiera de hippie réactionnaire, de choses comme ça, mais simplement c'était un être qui portait en lui les rêves, les souffrances, les destins brisés de tellement de personnes que par moments, s'il n'avait pas été romancier, il se serait suicidé, je pense, immédiatement. Dire son œuvre, en effet, lui faisait tenir debout. Et ça, dès le début, mon père me disait, il y avait un appétit dans ce qu'il écrivait, que donc, mon père avait lu à 15 ans, et il me disait, et en fait, il réécrivait, c'était le destin d'où il prétendait provenir. En fait, il refaisait ce ghetto d'extermination où tout à coup, ça ne se passait pas comme ça et c'était les Juifs qui gagnaient. Il y avait quelque chose de... Voilà. Lorsque j'ai rencontré très brièvement à Paris, avant d'être publié, c'était la romancière Geneviève Dorman qui avait lu un de mes manuscrits comme ça, l'éditeur chez qui je l'avais déposé, et qui j'avais rencontré, qui avait dit à Gary, qui, comme le disait Paul, était quelqu'un qui encourageait énormément la création chez les jeunes, il faut que tu le rencontres. Et bon, on avait organisé la rencontre rue du Bac. Et en fait, ça s'est très mal passé, mais de manière très brève. C'est-à-dire, dès le moment où il a entendu mon nom, il m'a dit 3 choses, brèves mais essentielles. C'est-à-dire que, oui, c'était votre père qui était... Je dis, oui, c'était mon père. Et il m'a dit, votre père perdait très mal au ping-pong. Cette phrase est restée gravée parce qu'on dit de quelqu'un qui joue mal, mais vraiment, il perdait très mal. Voilà, ça, on a tout compris. Tout à coup, il n'aimait pas perdre et le bagarre. Deuxième chose, mais en revanche, il avait toutes les filles qu'il voulait. Troisième chose, il me regarde avec l'œil qui frise, il me dit « J'espère que ce sera héréditaire. » et puis, il sort, il avait un autre rendez-vous, et il se retourne et il me dit « Mais son histoire, son père, parce que bon,
mon grand-père avait inventé les briques réfractaires. Je suis très fier d'avoir dans un ancêtre tout le symbole que représentent ces briques qui, pour les hautes cheminées, les hauts fourneaux, résistent au feu et tout. Et il avait construit une usine révolutionnaire à l'époque à Fresnes-sur-Escaut, et puis qui a été évidemment rasée dans les bombardements. Et comme lui il était mort, il y a eu un frère qui a piqué les dommages de guerre. Il y a C'était très romanesque, ce que racontait mon père de ses origines. Et Gary revient vers moi et me dit, c'était pas vrai, hein, tout ce qu'il racontait, il inventait. Il est bien placé. Et, donc, et là, c'était extraordinaire parce qu'il se souvenait Et je dis non, c'était vrai. Et là, il y a une immense déception qui est passée sur le visage. Ah non. Et il a fait un grand geste d'écharpe et il est sorti. Paul Pavlovitch, il nous reste une dizaine de minutes sur cette première conférence, mais j'ai des questions à vous poser suite à l'histoire, aux déclarations de Didier sur le pessimisme. Oui. Ça, vous êtes d'accord avec ça? Oui, mais je crois que c'était de famille. Je crois que cette première... Enfin, Romain, c'était plutôt la deuxième génération, mais je crois que tous ces gens qui ont fui leur pays à l'Est, là-bas, poussés par les grandes vagues de massacres. Massacres là-bas, la Première Guerre mondiale, qui marque toutes les histoires jusqu'à maintenant. Le ratage humain énorme que ça représente, la disparition de gens de talent à chaque instant, plus la difficulté. Je me souviens avoir dit à Romain dans les années 50 à quel point c'était délicat au lycée pour moi et pour des types dans ma situation vis-à-vis des Niçois qui ne pigeaient pas, qui ne comprenaient pas à quoi on ressemblait. Alors que quand ils venaient chez moi, ses amis, et qu'ils entendaient ma grand-mère parler et qu'on n'arrivait pas à comprendre ce qu'elle disait parce qu'elle avait un tel accent, ou ma mère qui les effrayait. Donc tout ça, dans l'histoire de famille, le pessimisme, c'est l'expérience. C'est pas autre chose. Et plus alors peut-être des tempéraments qui font que vous êtes porté à vous effondrer plus facilement qu'un autre. Mais quand Romain avait 15-16 ans, puis 17-18, il faut voir à quoi il ressemblait. C'était un grand type, maigre, qui avait vraiment une tête de métèque, qui avait des cheveux en arrière, qui était maigre comme un coureur de fond. Et il est normal qu'il n'ait pas eu un tel succès. Avec les filles, oui. Avec les filles. Parce que... Et en même temps, ce que je répète encore, cette douceur qui faisait que, par mon grand-père, il avait appris, cette espèce, qui était chez mon frère, Pierre, une extrême politesse, qui auprès des filles passait peut-être pour être un peu béné, vous comprenez? Vous paraissiez trop poli. Mais cette extrême politesse, c'était ce que les Russes avaient décidé du français. C'était leur idée. On écrit avec une plume de Marivaux, on parle un français châtié. Alors bien entendu, quand Pierre ressemblait beaucoup à mon grand-père, quand Romain voyait mon frère, il était complètement assis parce qu'il voyait le même truc. C'est-à-dire s'adresser à quelqu'un avec une telle politesse qu'à la limite, le type se demandait s'il ne se moquait pas de vous, vous comprenez? Donc Romain, son manque de réussite avec les petites niçoises, ça s'explique. On parlera des femmes tout à l'heure. Paul Pavlovitch, une question, la scène de la cuisine et du steak, elle est réelle ou on s'est interrogé tout à l'heure à la promesse de l'homme? Je crois que ce n'est pas la question, je pense qu'il a vu ça. Ces Russes, dans les années 30, étaient divisés. Il y avait les Russes ultra-réactionnaires, antisémites, qui, quelques années plus tard, ont balancé aux nazis tous les Russes juifs. C'est allé au couteau, hein, c'était vraiment très dur. Mais par ailleurs, entre amis, ils s'aidaient beaucoup.
Donc la misère de sa mère, il faut la tempérer. Ce que cette scène représente, vrai ou fausse, elle a pu être vraie. Nous avons vu dans notre famille des choses assez comparables. Ma mère qui m'envoyait en pension dans des endroits, quand je m'en rends compte, j'en ai honte. De la même façon que Nina Akatsef, elles donnaient tout à leurs enfants pour réussir quelque chose quand même. Vous comprenez ? Et donc, cette poêle et le pain dans la sauce, c'est tout à fait vrai pour l'essentiel, qui, entre nous, achevait de casser le garçon. Parce que quand vous assistez à quelque chose comme ça, ou quand vous le comprenez avec retard, vous êtes brisé vous êtes en faute. Mais elles étaient comme ça. Par ailleurs, au Mermont, mes parents, dans les années noires, ont habité aussi à l'hôtel Mermont, dont Nina était la leader, parce qu'elle travaillait aussi sans travailler, elle dirigeait tout. Les gens étaient très mêlés. Il y avait des Australiens, il y avait des Anglais, il y avait des Américains. Ça faisait partie de ces Anglais de la Méditerranée, de tous ces gens du monde qui, attirés par la Méditerranée, vivaient par là. Plus ou moins riches, plutôt moins que plus, mais partageant une certaine idée du bonheur. Et les Russes de l'hôtel Mermont, ceux de l'avenue des Orangers, de l'avenue des Fleurs, du boulevard Grosso, ça grimpait jusqu'à Saint-Pierre-de-Féric, là-haut. Il y en avait partout. C'était pas grand monde, mais tout le monde se connaissait. Donc j'ai souvenir aussi d'une vraie solidarité. Merci Paul Pavlovitch, il est 15h20, on va faire une pause, on va remercier chaleureusement nos trois invités, Karine Marais, Paul Pavlovitch, qu'on retrouvera demain, et Didier Van Kovlart, qu'on retrouvera également demain pour une conférence à 16h30. Une pause de 10 minutes, on se retrouve à 15h30 pour notre conférence sur Romain Gary et la guerre. À tout à l'heure.